et messieurs, ladies and gentlemen, set to make her ring walk, faisant son entrée vers le ring. Elle est invaincue, elle a un jab d'enfer et une vraie passion pour la boxe féminine. She is undefeated, she has a tremendous jab and a true passion for women's boxing. Veuillez accueillir la terreur rimouskoise. Let's welcome the terror of Rimouski, Marie-Ève Albert! En direct de mon chalet de Roxborough, on est avec Marie-Ève Albert qui est prête pour Noël, mais t'aurais dû t'habiller en vert, là, bleu. Non, ouais, regarde, moi, je suis pas prête pour Noël. Moi, je suis dans le déni jusqu'au 1er. Moi, je porte pas de pantalons longs, je porte des jupes, puis je mets pas de bottes jusqu'au 1er novembre. Puis je fais la même chose à partir du 1er mai. Et là, ben, il a fait vraiment froid avant le 1er novembre, puis ben, j'ai tenu mon bout. Puis là, ben, je suis un peu déprimée parce qu'il neige tout le temps, mais c'est correct. La bonne nouvelle TVA en commençant, notre bonne amie préférée, Martine Vallière-Bisson, commence à prendre du mieux. Elle a eu, pour la première fois cette semaine, elle a eu 2 bonnes journées de suite. Fait que là, j'étais content. J'étais tanné de la voir souffrir. Là. Ça a l'air d'aller un peu mieux. Martine, on te dédie cet épisode. Je l'aime. J'ai fait ma coréenne de série. Ah, okay. Moi, je ne connais pas ça, les affaires. Je veux qu'on commence avec des mentions spéciales parce que j'ai tout le temps trop de stock. Fait que là, j'ai décidé d'en mettre en mention spéciale vite. Okay? Garoche, OK. Première mention spéciale. Mention spéciale à Mariana Caballero qui a organisé une carte 100% féminine au Mexique ce jeudi. C'était sur 2 jours. Est-ce que je me trompe ou on pouvait mais comment on dit en français, relater certaines boxeuses avec d'anciennes adversaires québécoises? Il y avait beaucoup de filles qu'on avait vues. Il y en avait 3-4 sur la carte facile, des adversaires de Léla Baudouin, de Caroline Vert, etc. C'est vraiment des filles qu'on connaissait. Puis ça, c'est le fun qu'on puisse voir ça. Pourquoi? Mais parce que souvent, on se plaint que ces Mexicaines-là sont obscures, qu'on ne les voit pas se battre. Là, on a l'opportunité avec des cartes comme ça. Il y avait 11 combats féminins. C'était tous des bons match-ups équilibrés, OK? C'est pas nécessairement des stars, mais c'était des bons match-ups. Fait qu'on peut voir de quel bois se chauffe. Puis j'ai une mention spéciale, une petite boxeuse que j'ai bien aimé voir qui s'appelle Laura Chiquillo, que je vais continuer de suivre. Gros coup de cœur sur cette carte-là, j'ai trouvé bien bonne. Est-ce que c'est elle, la jeune de 15 ans? Non, c'était ça, c'est Rihanna Doforo, la Britannique. Je la suis depuis longtemps chez les amateurs. Elle a fait ses débuts pro à 15 ans. Ça va devenir si elle se développe bien, elle est chez Steffi Bull, donc elle s'entraîne avec Terry Harper puis tout ça dans la même équipe. Ça va être le fun de la suivre. Elle avait une ancienne adversaire de Martine, tu vois, c'est pour ça. Oui, Milagros qui n'a pas de victoire, mais qui n'est pas tuable, qui ne va jamais au plancher puis qui n'est pas tuable, qui avance. Tu vois, c'est dans mes... Quand j'ai eu mes cours de formation comme animateur vedette, c'est important de faire des liens entre les sujets. Fait que là, une autre mention spéciale, vite, Laurent. Caroline Vert, classée WBC, mais maintenant IBF aussi. Là, on est rendu aux petites mineures. Ils vont mettre de la pression sur le groupe Yvon Michel. Là. On est rendu là. Quand t'es classé... Elle est apparue 5e hier. Je ne sais pas si tu as remarqué, il y avait les nouveaux classements de la IBF. On a vu les... Je crois que... Mais qu'est-ce qui commence aujourd'hui aussi? Ça va être important, mais... La convention de la WBC. Mais ça, c'est étrange. Je vais juste faire un commentaire. À chaque année, ils annoncent 11 combats d'aspirants obligatoires. Ils ordonnent des combats. Il n'y en arrive jamais un. Tu sais, l'année passée, ils avaient ordonné en boxe masculine Kozo-Boutiki contre Makhmoudov. Ça ne va jamais arriver. Ils t'ordonnent des affaires. Là, ça fait des beaux statuts Facebook, des beaux articles de journaux. Ça ne mène jamais à rien. Je sais qu'Anthony Rudman est là pour Eye of the Tiger, pour plaider la cause de certains boxeurs.
Oui, il y a de la job, lui. Il y a de la job. Je ne sais pas qui représente chez Groupe Yvon Michel, mais bref, on va avoir des choses à surveiller. Moi, mais j'ai des sujets cachés pour toi, mais j'ai lancé par hasard dans l'émission. J'ai deux autres mentions spéciales vite. Dee Allen, qui était la partenaire de Mary Spencer pendant une bonne partie de son camp d'entraînement, est devenue la semaine passée championne européenne à 147 livres face à Marine Beauchamp. Une décision split, donc décision partagée, mais elle a vraiment bien fait. Moi, j'ai regardé ça avec attention parce que c'est une fille que j'aime beaucoup. Et elle est dans une division où il y a beaucoup de Britanniques en avant d'elle. Elle a des vedettes comme Sandy Ryan, des vedettes comme Lauren Price, Natasha Jonas. Elle est comme la 4e des Britanniques, mais elle est forte, elle aussi. Fait que je voulais juste la saluer parce que Dee Allen est une excellente boxeuse et j'espère vraiment que cette fille-là va commencer à avoir des bonnes adversaires. En Europe, je le dis souvent, des fois, on voit beaucoup de filles d'Europe de l'Est, mais la différence entre les filles d'Europe de l'Est et nos Mexicaines, c'est que les Mexicaines, elles foncent puis elles veulent vraiment se battre, elles vont de l'avant, elles vont tout donner, même si des fois, le talent n'est pas toujours là. Mais les filles d'Europe de l'Est, oui, il y en a des talentueuses quand même, mais souvent, c'est des filles qui vont aller chercher un chèque de paye et qui vont courir. Quand je vois des fiches de 0,30, 0,20, 5,30, ça me dérange un petit peu. Un jour, je t'enverrai ça. Là, il y avait eu un gros scandale en Hongrie une couple d'années. Ouais, tu m'en as déjà parlé. Les gens s'affrontaient même pas. Non, ils ne s'affrontaient même pas. Genre, ils pointaient les deux, ils signaient une feuille. Là, ils m'ont swingé ça sur BoxRec. La différence, je pense, entre Marine Beauchamp et Dee Allen, ça a été l'expérience parce qu'en Angleterre, tu as vraiment du bon sparring tout le temps au coin de la rue, tandis qu'en France, il faut que tu te déplaces un peu plus, il y a moins de boxeuses, etc. Je pense qu'ici, il y a eu une différence au niveau de l'expérience principalement parce que Marine Beauchamp est une bonne boxeuse aussi. Dernière mention spéciale, rapidement, O'Shea Jones se battait hier sur une carte de overtime. Elle affrontait Samantha Pill. Premier knockout pour O'Shea Jones, bravo. On se demandait quand est-ce qu'il allait venir. Son dernier combat a passé vraiment proche, puis elle a tout ce qu'il faut pour le faire, mais elle l'a vraiment consolidé hier avec son premier knockout. J'étais bien contente pour elle. On va voir la suite pour O'Shea Jones. Fait que je t'ai pitché mes sujets. Je ne sais pas si toi, tu en as à rajouter des mentions spéciales. Là. Moi, je vais les cacher au travers. Je n'ai pas vu les résultats. J'ai vu qu'on avait 2 Canadiennes qui se battaient hier. Il y avait comme une grande célébration de la boxe olympique en Pologne. J'étais content pour les 2 petites filles, Tally Birch. C'était Tally Birch puis Alicia Mansueto. Exact. Ils sont quand même assez jeunes. C'est la relève. Ça va être les 120 secondes. Et en 2027, on va plus parler d'eux autres. Yes. Sinon, non, c'est sûr que j'ai plein de sujets que j'ai cachés pour toi, mais. On va commencer avec celui-là, tiens, d'abord, si ça te va. Tamara Thibault remporte l'or, puis j'avais parlé à des grands experts, c'est-à-dire Sylvain Pelletier, puis il m'expliquait que l'Américaine était vraiment bonne, puis qu'on allait avoir un vrai combat, et Tamara a survolé ses adversaires, mais ce qui m'a étonné, c'est qu'elle a battu une fille du Mexique qui était 4-1. C'est Lali Ortiz. Oui, mais elle mesurait un pied de moins, elle travaillait encore à corps. Mais Tamara, écoute, ça fait 50 fois que je le répète, j'ai rien à dire d'autre que c'est la favorite pour les Jeux olympiques. Ouais. Cette semaine, il y a 2 promoteurs. Là, selon moi, ils n'ont pas l'argent pour la signer, qui m'ont appelé et ont dit en tout cas, Laurent, j'ai les contacts avec Tamara, on va voir ce qui va arriver cette semaine. On dirait là, que là, Tamara, là, ça va être la plus belle fille dans le bar, puis il est juste 21h. Là, tout le monde va l'approcher. C'est ça, puis d'autant plus qu'elle s'est qualifiée pour les Jeux olympiques au Paname en gagnant. Fait que là, on sait déjà qu'elle s'en va aux Olympiques pour la 2e fois. Elle est jeune. Elle va probablement, en fait, oui, elle va passer pro après les Olympiques. C'est comme dans le plan. Fait que c'est sûr que les promoteurs vont s'exciter, là. Ils vont s'exciter. Mais Tamara va être sélective. Il va falloir faire la meilleure offre pour aller la chercher, puis elle a ses critères. Fait que c'est ça qui est ça, hein. Juste pour mentionner, Tamara, elle a affronté en finale des Panames la fille qu'elle avait affrontée en finale il y a 2 ans au championnat du monde. Donc, Athena Bailon.
C'est la fille, je pense qu'elle vient du Panama, si je ne me trompe pas. Athena Bailan, c'est ça. C'était comme un rematch un peu de la finale des championnats du monde d'Istanbul. C'est l'américaine qui est en finale, je me suis mêlée dans mes papiers. Là. Non, l'américaine, elle était dans le parcours quand. Non, c'est Bailan qui est en finale cette fois-là. Mais c'est une fille de Panama. Citlali Ortiz, petit clin d'œil à cette fille-là, la mexicaine, effectivement, qui avait un pied de moins que Tamara. C'est une fille qui se bat aussi chez les pros, Citlali Ortiz. On va toutes les revoir, ces filles-là, parce que c'est pas fini. Même si tu t'es pas qualifié pour les Olympiques, il y a 2, 3 autres opportunités d'ici les Olympiques d'y aller. Tamara, pour elle, c'est fini. Qu'est-ce qui va arriver pour elle? Ben, elle va essayer de rester active un peu. Elle va faire des camps d'entraînement, peut-être quelques compétitions, mais clairement, il faut la garder en santé à la base puis la garder active. C'est ça qui est important, là, s'assurer qu'elle a du bon sparring, qu'elle puisse faire des camps d'entraînement, qu'elle puisse avoir quelques combats. Mais on ne veut pas aller chercher, on ne veut pas une blessure inopinée avant les Olympiques. C'est le fun pour elle. Elle va pouvoir vraiment faire un plan de préparation olympique. Là. Juste pour dire, Laurent, vite, les championnats canadiens s'en viennent en décembre. Chez les femmes, cette année, il y a des pros qui vont être là, en plus des amateurs, parce qu'on a vu Leila Baudouin se qualifier, entre autres, au Gant doré. Mais là, j'ai goût de te dire quelque chose. J'ai vu qu'Alexia Kubicki, elle va y aller aussi. Oui. Mais là, j'ai vu, tu sais, en hors d'onde, je riais que des fois, le même boxeur peut avoir 3 personnes qui se vantent de l'avoir formé. Et là, j'ai vu qu'on chicanait à savoir qui avait formé Alexia Kubicki sur Internet. J'ai vu qui disent, Seigneur, elle a été formée en Europe. Là. Non, elle a été formée par moi au Canada, dans l'Ouest canadien. Non, c'est moi qui a été formé par Boxing Canada. Ça, là, c'est parce que t'as déjà une aura de vedette. Quand tout le monde se bat pour avoir pour dire c'est à moi, non, c'est à moi, puis ça se tire la couverte, c'est parce que t'as déjà une aura de vedette. Alexia Kubicki va se battre au championnat canadien à 50 kilos, pardon. 50 kilos, c'est la catégorie de Mackenzie Wright, qui a été partenaire de sparring, entre autres, de Kim Clavel dans son dernier camp d'entraînement. Pour ce qui est de Leila Baudouin, elle s'en va à 60 kilos. C'est le poids qui a été déterminé pour elle. Donc, c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'elle va se qualifier. Il faut qu'elle gagne ces championnats canadiens pour devenir l'heureuse élue. Puis après ça, ben, les gagnantes s'en vont. Ça va être relevé, là. Je ne vais rien t'apprendre, mais juste pour les gens à la maison, c'est tellement étrange que, tu sais, j'essayais de comprendre le fonctionnement. Puis là, on pense que, tu sais, Tamara Thibault, là, pas Tamara Thibault, je la vois encore dans l'écran. Leila Baudouin, là, elle s'en va au Canadien. Là, Alexia Kubicki s'en va aussi. Mais là, on pense qu'il faut s'être qualifié il y a 2 semaines pour pouvoir y aller. Nécessairement. Là, bien, le comité de 6 personnes pourrait aussi dire, exemple, si je ne sais pas, moi, je vais te donner un exemple, mais dans le fond, c'est un vrai exemple, OK? C'est que ce n'est pas vraiment caché. On essaie de convaincre Alexis Barrière de devenir le représentant du Yukon, qui n'a pas de représentant, puis de se pointer aux Canadiens, même s'il n'a pas gagné la province du Yukon, sous prétexte qu'il n'y a personne, puis que Barrière pourrait gagner les Olympiques et amener des nouveaux commanditaires. Mais parce que le Canada. C'est un peu compliqué, là, maintenant. Plus que tu as de médailles, plus que le Canada augmente la subvention à Boxe Canada. Fait que tu dis, OK, si on pense qu'un boxeur a une réelle chance, on peut le rentrer dans une province. Fait que là, il pourrait avoir, mettons, des nouvelles surprises. Je ne sais pas, moi, Caroline Vert, elle pile sa neige, elle se pète la tête, puis elle décide d'y aller du jour au lendemain. Bien là, la liste va sortir. Boxing Canada va sortir sa liste. Je pense que la sélection finale est faite pour les Canadiens. Pensez pas que les gens sont disparus parce qu'ils n'étaient pas à Victoriaville il y a 2 semaines. C'est pas tout le monde qui était obligé d'aller au Gant doré. Il y avait une présélection, puis ils disaient, toi, il faut que tu y ailles, toi, il ne faut pas que tu y ailles. Ça dépend des fois de tes victoires, tes défaites, ton expérience. Oui. Il y a encore la passe-passe des provinces. Là, puis la passe-passe des provinces. Une autre fille qu'il va falloir surveiller au Québec, c'est notre Sarah Kali nationale, parce que Charlie Cavana ne s'est pas qualifiée au Paname. Donc, ici, on a Sarah Kali encore toutes ses chances d'être la représentante du Canada pour tenter d'aller chercher une place olympique. Il faut qu'elle batte Charlie Cavana et toutes les autres qui vont se présenter. Donc, ça va être très intéressant pour elle. C'est une grande opportunité. Quand Charlie ne s'est pas qualifié, ça l'a ouvert toutes les portes. Je connais quelqu'un qui, en direct de Rimouski, va payer son 29$ pour avoir les 4 soirées sur sa télévision payante sur Fit TV. Mais j'avais fait ça il y a 6 ou 7 ans. À l'époque, je pense que Kim Clavel avait gagné ses derniers Canadiens, puis j'avais tripé de ça roule.
c'est bien filmé. Gâtez-vous à la maison, d'habitude, moi, c'est sûr que je fais ça, là, parce que c'est vraiment agréable en plus. Puis, on voit la relève, puis ces gens-là sont amateurs. Certains vont passer pro, certains non, mais ça reste que ces noms-là, on les voit rouler souvent. C'est pas cher. C'est pas cher pour avoir de la boxe de qualité. C'est toutes les meilleurs au Canada qui sont là. Et moi, ce soir, je m'en vais au 40e anniversaire du club de boxe champion. Là. Puis là, j'étais énervé, mais il paraît qu'il va y avoir Georges Saint-Pierre, Beterbiev, Mike Tyson, Jean-Pascal. Là, je m'en vais là tantôt. C'est là que je trouve ça dur de vivre à Rimouski, Laurent. Mais bon. C'est toi qui aimes ça vivre dans le froid. Il y a eu un gros scandale, puis je vais m'en mêler parce que je ne sais pas si tu as remarqué. Là, je vais dire à tout le monde, à tes auditeurs, je vais dire tes auditeurs vont être privilégiés. Je me suis comporté de manière malhonnête, OK? J'ai fait ce qu'on appelle du clickbait. Je le savais que ça allait fonctionner. Je le savais que le dossier, que les woke allaient se ramener au jour 5, ce qu'on appelle les woke. Je savais que les gens allaient capoter. Puis je savais aussi que tout le monde allait être d'accord avec moi. Fait que j'ai écrit un éditorial qui là, il est rendu à ces 700 000 personnes qui l'ont vu. OK? Je savais que j'avais le dossier, là, puis j'ai fait exprès. Mais moi, j'ai juste. On va en parler de façon différente, nous autres. Mia on va essayer de décortiquer les faits. Okay? Mia Wemsley, qui est une transgenre, s'est inscrite chez les femmes. Et Katia Bissonnette, qui est une psychologue de profession, 1 heure avant son combat, a appris qu'elle affrontait un transgenre. Elle n'avait pas accès au niveau d'hormones, à la durée de la transformation. Elle a décidé pour sa sécurité, elle avait juste un combat d'homologué, de ne pas se présenter dans le ring. Pourquoi? C'est une psychologue, c'est une travailleuse autonome. Elle n'a pas d'assurance s'il arrive un accident, exemple à la tête. Elle a dit, écoutez, j'ai une bonne carrière, je fais de la boxe me gardant en forme, je n'irai pas prendre ce risque-là et ça lui appartient. Ça a mené à tout un débat. Le seul point que je vais dire avant que tu abordes ça comme tu veux, je trouve que c'est un faux débat où 99,5% des gens sont du même côté. Et la question choc que je vais te poser, là, je l'ai formulée dans ma tête. Vas-y, pose-moi ta question choc. Pourquoi le boxeur trans ou les athlètes trans qui font la transformation homme vers femme veulent toujours, à travers leur transformation, compétitionner chez les femmes? Parce qu'ils ont un avantage. Va boxer chez les hommes, assume le risque de te faire assommer par quelqu'un qui est plus ses hormones que toi, qui a son taux d'hormones plus élevé, au lieu d'aller chez les femmes pour toi profiter d'un avantage. C'est dangereux. C'est de la boxe. On se frappe sur la tête. Je ne trouve pas ça plus drôle d'une compétition de bench press où, je ne sais pas si tu as vu des reportages là-dessus. Le record, là, c'est 285 livres, 2 répétitions chez les femmes. Il arrive un gars qui dit qu'il est une femme le matin, qui refuse de se faire tester, il bench 483 livres, puis il gagne le concours. Ça n'a pas de sens. On ne va pas se mentir, Laurent, là, le corps d'une femme biologique versus le corps d'un homme biologique, c'est pas la même chose. On le voit dans d'autres sports assez plus clairement encore qu'en boxe. Par exemple, au 100 mètres, okay, en athlétisme, les femmes vont courir un petit peu moins rapidement que les garçons. C'est pas parce qu'ils sont moins doués, c'est parce qu'ils ont des limitations aussi physiques qui font qu'on n'arrive pas au même niveau. Même principe, il y a d'autres sports où, par exemple, au tennis, on voit le tennis masculin est beaucoup plus en puissance et le tennis féminin est beaucoup plus en finesse. Parce que on n'arrive pas à atteindre la même puissance, la même vitesse sur les smashs, sur les services, etc. Donc, on fait du tennis autrement. En sport de combat, c'est un peu le même principe. Il y a des raisons, là. Tu veux la photo de Mia Wemsley aussi, tu sais. Je veux pas qu'on parle tant de Mia Wemsley, OK? Je veux qu'on parle, parce que c'est pas, le problème, c'est pas Mia Wemsley ici. Le problème, c'est que ça fait des années, puis Ariane Fortin en a elle-même parlé dans un article de Radio-Canada qu'elle-même, elle a fait face à une situation similaire dans le temps qu'elle était athlète, OK? Et donc, ça fait des années que l'idée d'avoir des hommes ou des femmes trans en boxe est discutée. OK? C'est pas quelque chose de nouveau. La WBC chez les pros a même mentionné l'année passée qu'elle pensait faire une division spécifique pour les trans afin qu'ils puissent s'affronter dans un contexte sécuritaire. Ils vont être trois, pareil comme en bare knuckle fight. Oui, mais la question n'est pas là. La question n'est pas là. Si on parle de réglementation pure, OK? Il y a un trou dans le règlement de Boxing Canada, puis les provinces sont soumises à ça.
L'article de Radio-Canada que je cite, mentionnait que pourquoi Boxe Québec n'a pas dévoilé à l'équipe de Katia Bissonnette que l'adversaire qu'elle allait affronter était une femme trans? C'est parce que Boxing Canada lui a suggéré de ne pas la faire. Non, c'est à cause d'un organisme qui s'appelle Safeway. Aussi. OK, là, ce que tu ne veux pas dire, là, puis moi, je vais le dire. Moi, je vais le dire, ils me poursuivront. Non, je ne vais pas me faire poursuivre, mais je veux dire, on dirait que dans ce dossier-là, on s'inquiète énormément de l'intégrité psychologique de la personne trans, mais qu'on a mis sous le tapis l'intégrité physique de la boxeuse. Moi, mon opinion est claire. Il ne faudrait pas déplaire en lui disant « Excuse-nous, tu es un trans, va pas affronter une fille. » Puis pour être sûr que la fille ne se retire pas du combat à cause on ne lui dira pas qu'elle prenne un risque sans le savoir. Voyons, là, moi, mon opinion est vraiment claire sur le sujet. J'en ai parlé à plusieurs, j'ai commenté, puis je me suis fait trasher aussi. Comme je disais, mon opinion est claire. Il y a 2 facteurs qui doivent être considérés dans ce dossier-là, la justice et la sécurité. OK? Il n'y a pas d'autres facteurs, selon moi, qui doivent être considérés. On ne parle pas d'égalité ici, de droit, puis tout ça. On parle de justice et de sécurité. Donc, la question à se poser, c'est premièrement, est-ce que c'est sécuritaire? Bon, les trans, OK, on ne peut pas toutes les mettre dans le même panier, mais ça reste qu'il va falloir le faire d'une certaine manière pour déterminer qu'est-ce qu'on fait. Ils ne sont pas tous au même niveau de leur transition. Il y en a qui ont commencé à l'enfance, il y en a qui commencent en âge adulte, il y en a qui ont développé un physique plus masculin, il y en a qui ont un physique plus féminin, il y en a qui ont des plus hauts taux d'hormones, moins hauts taux d'hormones. Ça rend la chose compliquée et ce n'est pas sécuritaire. Non, je suis d'accord avec toi, mais on a tout caché ça à Mme Bissonnette, qui est une psychologue, qui a donc des études en médecine. À la limite, donne-lui toutes les infos, puis elle prendra sa décision. C'est qu'il y a eu un manque de transparence, clairement, dans le dossier. Je voudrais te féliciter, là, puis pour les gens qui ne comprennent pas la maison, ça va être sarcastique, là, mais je voudrais féliciter Ariane Fortin, qui, en entrevue au 98.5, a donné la pire entrevue de l'histoire des médias, genre. Tout ce qu'il ne fallait pas faire, elle l'a fait. Lui, il faisait des passes à palette pour essayer de la sauver. Elle creusait le trou sur lequel elle était dedans. Ariane Fortin, pire entrevue de l'histoire, bravo. Ils vont s'en servir dans les écoles de journalistes. Pourquoi ne pas faire? Ça, je ne l'ai pas pris, donc je vais te laisser. Je ne donnerai pas mon opinion là-dessus, mais clairement, il y a eu un manque de transparence. Quand je parle de justice... Manque de leadership aussi des gens qui sont en place. Quand je parle de justice maintenant, parce que la sécurité, c'est assez clair. Hein? C'est assez clair quand même. C'est l'aspect qui a ressorti le plus. L'aspect de justice est un petit peu plus tricky. Mais ça reste que est-ce que c'est juste que quelqu'un qui a probablement des avantages puisse combattre chez les femmes? Il faut penser aussi, remettons en contexte que les femmes ont beaucoup lutté pendant des années pour avoir droit au sport. Et au sport, aux Olympiques, aux compétitions. Dans certains endroits, c'est même pas clair encore. Je trouve ça un peu particulier qu'on permette à des gens qui sont peut-être, je dis peut-être, parce que comme je dis, les transitions, on ne sait pas sont à quel niveau, puis parfois la différence peut être minime, mais dans certains cas, la différence est importante, OK? Qui pourraient peut-être avoir des avantages. Les catégories femmes-hommes existent justement entre autres pour ça. C'est pas pour rien que, tu sais, revenons là juste au round de 3 minutes. Chez les femmes, on le permet pas, mais quelqu'un qui est né biologiquement mettons, quelqu'un qui est né biologiquement homme, mais qui devient femme, pourrait faire des rounds de 2 minutes chez les pros. Tu sais, mais aussi, tu sais, je vais donner un autre exemple. Pourquoi ça serait sécuritaire pour un, mais pas pour l'autre? L'exemple est loufoque, mais tu sais, l'exemple des catégories de poids pour la sécurité, genre, est-ce qu'on va se lever un matin, puis là, moi, qui est un homme, moi, je suis très fort physiquement, okay? Je m'entraîne, ça paraît, regardez mes épaules, 250 livres de muscles. Je me lève un matin, je dis, moi, je m'identifie comme un homme de 168 livres, je refuse de monter sa balance. Ils vont me dire, pèse-toi le tweet, tu n'en vas pas dans le ring à 168. Ce qui est important, par contre... On vérifie le poids des boxeurs, on ne vérifie pas le sexe. Il ne faut pas les offenser. Je veux quand même mentionner quelque chose. C'est important de faire une distinction entre le sport compétitif et le reste. Okay? Parce que, oui, tout le monde a droit au sport. Oui, en mode sparring, des hommes et des femmes peuvent s'affronter. Souvent, Tarzan Marie-Ève Dicker, qui s'est fait commotionner par un homme en sparring, a passé 4 ans à prendre des Advil pour avoir de la misère à marcher. Mais oui, ça se fait régulièrement. C'est une question de choix et de stratégie, mais ça se fait régulièrement. Moi-même, j'ai fait du sparring contre des garçons tout le temps.
parce que j'ai Ah pratiquement ouais. jamais. Mais tu sais, ça arrive. Ça explique peut-être certaines de tes prises de position. Mais tu sais, non, mais sincèrement, honnêtement, le sparring, c'est une chose. C'est encadré, puis c'est les gyms qui décident. Si mon coach détermine que je peux faire un sparring contre un homme, qu'on me met un handicap, qu'on lui met un handicap, ça, c'est une autre chose. Mais en Marie, on n'a pas le temps. compétition, c'est pas la même chose. On n'a pas le temps pour ce débat-là, mais même le sparring devrait mieux être encadré, devrait être calculé, il devrait être dans des fiches, parce qu'il y a des sparring où ça se tape sa tête dans certains gyms de Montréal, comme si c'était de la boxe pro. Le gars s'en va chez eux que c'est Tylenol, puis la régie n'est pas au courant. Là. C'est pas plus. Mais il y a des gens qui doivent prendre leurs responsabilités là-dedans. Autant au niveau de la transparence que de la réglementation qui doit être revue. Et quand on parle des gyms et du sparring, mettons qu'on ne réglemente pas, ça aussi, c'est un choix personnel, mais il y a des gens qui choisissent, qui sont supposés d'encadrer, etc. Puis est-ce que c'est bien fait? Je ne le sais pas. Mais l'athlète a le droit de faire de la boxe. C'est juste que c'est délicat de cet athlète-là, de la compétitionner, de la faire compétitionner. On peut, si tu es à l'aise, on peut conclure après, là, mais moi, je vais dire, j'ai l'impression qu'on a affaire à une activiste qui vient d'un autre pays ou quelqu'un qui a probablement un agenda qui, là, s'est servi d'un flou pour pousser son agenda. Je ne pense pas que c'est nécessairement quelqu'un qu'on va revoir souvent dans le monde de la boxe. Ça aurait pu arriver n'importe où. Je pense que c'est un calcul politique pour faire avancer une cause et qu'on s'est tous un peu fait prendre. Moi, c'est ma théorie. Ceux qui disent que l'inverse n'existe pas, par contre, c'est faux. On a tout l'exemple de Patricio Manuel, qui est né Patricia Manuel, qui a fait 3 victoires chez les hommes comme chez les pros et qui a plusieurs victoires chez les femmes, chez les amateurs, dont une contre Natasha Jonas. Ça existe déjà aussi. Le débat est loin d'être closé. Moi, je ne suis pas médecin, mais je suis mal à l'aise avec le côté sécurité et justice. C'est vraiment plus ça. J'ai un gros malaise face à ça. Je pense que ça ne devrait pas avoir. Mais on va le dire, on est bien content de ne pas avoir à légiférer, puis on va leur laisser ça dans les mains. Ça ne sera pas moi qui va le faire. Ça a l'air que Boxing Québec, en terminant, ça a l'air que Boxe Québec a déposé un projet de réglementation à Boxing Canada. Ils sont en attente d'une approbation de Boxing Canada. Donc, c'est sûr que le dossier, on va en entendre parler, là. Arrangez-vous avec ça, nous autres, on va s'occuper du reste. Je veux parler de Marie-Pierre Roule. Je veux qu'on revienne sur Marie-Pierre Roule parce que. Je vais faire l'introduction. Ouais. Okay? Moi, j'aime ça faire les introductions. Vas-y. Nous avons appris cette semaine que le groupe Yvon Michel organiserait son prochain gala un jeudi le 1er février prochain. À la maison, vous allez comprendre pourquoi le 1er février d'un prochain jour. Là, on n'a pas à tout vous dire. Mais Kim Clavel serait en finale. Tu vas en parler plus tard avec des idées d'adversaires. On peut penser que sur la même carte, si on regarde Caroline Vert qui est 5e à IBF et Marie-Pierre Roule qui est rendue. Ils se sont essayés sur un 10 rondes la dernière fois. Est-ce que ce sera son premier 10 rondes, mais en sol québécois? Là, elle a fait un 10 rondes en Angleterre. Son premier 10 rondes sur sa relancée. Qui pourrait affronter Marie-Pierre Roule? Moi, je te donne ma prédiction. Tu lances des noms qui coûtent trop cher. Ça va finir contre une boxeuse mexicaine qu'on va appeler à 12 jours du gala et qui boxe à 135 ou 130 livres habituellement. Je suis plate, hein? Vas-y. Non, mais moi, mon but, c'est pas d'aller. C'est toutes des filles qui sont réalistes à amener au Québec. Trop cher. Je suis allée chercher des filles réalistes, OK, à amener au Québec, incluant pour les problématiques de visa puis tout, là, réalistes, et qui feraient un bon combat. C'est ça qui était mon point de vue. Je parle pas, c'est pas des combats pour une ceinture de championnat du monde, parce que présentement, à 140, c'est Cameron qui les a toutes. Fait que j'ai pas mis Cameron dans ma liste, ça fait pas de sens, Cameron contre Marie-Pierre Roule au casino, mettons. OK? Mais mon premier choix, ça serait peut-être une fille qui affrontait à peu près tout le monde, une fille qui a beaucoup d'expérience, qui s'appelle Anaï Esther Sanchez, qui est une fille d'Argentine, Laurent. Elle est 7e sur BoxRec présentement. L'Argentine, c'est compliqué que les visas. Non, mais celle-là, elle peut se déplacer en masse. Elle l'a fait à peu près 50 000 fois dans à peu près tous les pays. Fait que, parce que cette fille-là d'Argentine, elle a affronté Mika Skill, Cathy Taylor, Cameron, entre autres. Elle a affronté Sandy Ryan. Elle en a affronté plein. Fait que, selon moi, elle a un bon passeport puis probablement des visas à jour ou presque à jour. Elle est 7e sur BoxRec. Marie-Pierre est 9e, juste pour dire. Fait que ça ferait du sens comme match-up si on se fie à l'algorithme. On parle d'une fille qui a du volume, qui va ailleurs. Tu sais, ça serait vraiment un bon match-up. 22 victoires. En commun, Yamila Esther Reynoso. Deux. Et elle a très bien. Aussi. Elle a
elle a moins bien paru contre Reynoso que Marie-Pierre. Je ne sais pas si on peut dire ça. Oui, elle a moins bien paru que Reynoso, contre Marie-Pierre. Par contre, c'est une fille qui a 13 knockouts en 22 victoires, OK, puis qui est durable. Parce que cette fille-là, elle a fait la distance face à des filles comme Mikaskill, Taylor puis Chantel Cameron sur du 10 rounds, OK? Donc, elle est capable de faire du 10 rounds, puis elle a un certain punch avec ses 13 knockouts. Fait que moi, je pense que ça serait une fille intéressante à amener. On veut voir une Marie-Pierre contre quelqu'un qui a de l'expérience aussi, qui boxe bien, là. J'adore l'idée. C'est clairement calibre pour une demi-finale au casino derrière Kim. Et c'est aussi clairement la meilleure boxeuse que Marie-Pierre aurait à affronter en excluant Sandy Ryan. Donc, ça s'inscrit bien dans une progression puis un début d'année. J'achète ton idée. Une autre fille que j'aimerais, mon deuxième choix, c'est une fille qui est norvégienne / espagnole qui s'appelle Katarina Tenders. OK? Katarina Tenders a monté de catégorie. Elle a été championne intérim WBC à 130 livres. Elle a affronté Terry Harper, puis elle a perdu ce titre-là pour le titre régulier à ce moment-là. Elle est rendue une 135-140. Elle a fait 138 à sa dernière pesée. Donc, ça serait viable. Cathy Tenders, c'est une fille qui est une boxeuse technique qui est vraiment, vraiment durable. Elle a un beau style technique. Je pense que ça ferait changement pour Marie-Pierre, qui a eu des filles dernièrement, à part Sandy Ryan, là, qui a eu des filles qui allaient beaucoup de l'avant, qui garrochaient. Tu sais, la dernière adversaire, là, elle rentrait très de première dedans, puis il y avait de l'accrochage, puis tout ça. Cathy Tenders, ça serait fluide, puis on pourrait voir un combat quand même assez équilibré. C'est une fille qui a des belles qualités de boxe. Sa fiche ne lui rend pas justice. Elle est vraiment meilleure que sa fiche. Puis, c'est une fille qui se présente tout le temps. Espagnole, norvégienne, pas de problème de visa. Tu peux amener ça ici. C'est quelque chose de bien. Si je me souviens bien, là, elle n'a pas gagné un round contre Rhiannon Dixon. Moi, je lui avais donné des rounds. En Angleterre, ils ne lui ont pas donné de rounds, mais c'était plus serré que ça en avait l'air. Mais Rhiannon... Elle a mieux paru que le résultat. Oui, mais ça reste que c'était une journée difficile au travail, comme on dit. Mais il ne faut pas prendre ce combat-là comme étant le combat clé. Là. Elle a fait beaucoup de belles choses avant. Et c'est quelqu'un qui est impliqué, elle entraîne, elle s'entraîne, elle fait du travail de coin aussi, elle est dans la boxe tout le temps. Moi, ça serait un bon deuxième choix. Je ne vais pas être plate, mais ça a l'air d'une fille qui coûterait trop cher. Peut-être qu'elle coûterait trop cher, ça, je ne le sais pas. Moi, je ne m'occupe pas du tarif. J'ai quand même pris des filles qui seraient réalistes. Quand on dit coûter trop cher, ça dépend pour qui. C'est toujours la question, ça dépend pour qui, puis ça dépend dans quelles circonstances. Mais là, je vais le dire, trop cher pour Yvon, correct pour Camille. Peut-être. Troisième choix, je ne te surprendrai pas, c'est un nom qu'on entend tout le temps. Troisième choix, encore, Candy Wyatt. Okay? Pourquoi je reviens avec Candy Wyatt? Mais il y a des raisons. Elle se bat, mais avant, elle se battait à 140. Elle se bat à 147 présentement, mais avant, c'était une 140. Puis, tu sais, un catchweight serait possible, mais tu sais, cette fille-là, Candy Crush, elle a affronté des gros noms. Hein, Kelly Reese, Linardatou, Mikaskill, tu sais. Ça ne s'est pas toujours bien passé, mais un combat canado-canadien, en théorie, c'est plus simple à organiser que tout le reste. Tu peux les faire voler sur Flair. La compagnie Flair a du low cost, puis tu les amènes à Montréal. Donc, pourquoi? Tu sais, le nom de Candy Wyatt a toujours été associé à Marie-Pierre depuis à peu près 2 ans, mais ça ne s'est jamais concrétisé pour 1001 raisons. Mais moi, je la trouve dangereuse, si je vois de mémoire. Elle est dangereuse, mais on combat contre la limite contre Candy Reese, Alma Ibarra qu'on a vu au Québec. Elle a eu plus de misère contre Mikaskill, mais elle s'était présentée avec 5 jours d'avis. On s'entend qu'elle n'était pas la favorite, puis elle a gagné une décision contre Kirsty Bavington. Oui. Là, elle vient d'affronter Jonas, mais c'est sûr que ça ferait du sens parce qu'une a perdu contre Natasha Jonas, l'autre a perdu contre Sandy Ryan. C'est le combat. On veut-tu des bons combats pour Marie-Pierre? C'est un combat qui fait excessivement de sens, mais moi, dans un monde idéal, je trouve que c'est une finale au casino. Oui, ça serait une finale. Disons qu'on lui donnait sa finale au casino. Ça serait on pourrait, exemple, si on trouve une boxeuse qui est peut-être plus loin au classement pour replacer Kim, ça, on pourrait arriver avec ça en demi-finale pour avoir un peu la qualité. Là. Moi, je ne suis pas sûre encore que Kim va se battre le 1er février. Hein. On verra. Ils l'ont dit à la radio. On va beau le dire à la radio, est-ce que ça va vraiment se faire? On verra. Moi, ce qu'ils disent à la radio, là, quand je vais voir la carte, je vais entendre Kim commenter là-dessus. C'est Yvon qui l'a dit, c'est le promoteur de Kim.
Ça ne change rien pour moi. J'ai vu 1000 fois cette affaire-là en boxe féminine. Ça me fait penser à Thomas dans la Bible qui avait eu besoin de voir les trous d'un bras à Jésus. Là, c'est ma face de Thomas. Tant mieux si Kim se rebat rapidement. Je serais contente pour elle. Tant mieux. Tant mieux. On verra. Attends, veux-tu un autre de mes commentaires? Parce qu'on dirait que j'ai tous les commentaires de mauvaise foi aujourd'hui. Ben, c'est sûr qu'il faudrait payer sa bourse du 7 octobre avant de la faire remonter sur le ring avant. Moi, je ne commande pas ça. Je commande pas. Je commande pas ça. Mais c'est pas grave. Il y avait on a entendu parler de. On a vu le nom de Marie-Pierre, by the way, associée à Jessica Camara dernièrement aussi. Je suis pas sûre que c'est Yann Pellerin qui organise une carte le 14 décembre prochain au Il n'y a pas d'avantage pour les deux filles de faire ça. Non, c'est que lui, il se demandait parce que il se demandait qu'est-ce qu'il pouvait amener comme finale, puis il y avait celle-là dans ses cartons, puis il dit, tu sais, je le sais que c'est pas, il n'est pas fou, là, il sait que ça va être énormément compliqué à réaliser, mais il s'est dit, je vais juste le proposer. Mais si ma mémoire est bonne, Camara, elle a boxé la dernière fois, je pense, à quelque part au Canada, puis je pense qu'elle retourne sur cette promotion-là bientôt. Oui, elle s'en va chez Lee Baxter. Elle est en sous-carte, ou la même gala qu'Amanda Garley le 16 décembre à Toronto. C'est correct, ça. Tu restes active. C'est parce que aussi, c'est compliqué. Les deux ont beaucoup à perdre d'un combat l'une contre l'autre. Présentement, les deux sont positionnés en top 10 dans leur division. Camara se bat beaucoup plus à 135 présentement, Marie-Pierre à 140. Ils peuvent perdre beaucoup. Oui, mais la tabarouette de Marie-Pierre, elle se pointe à 138,5. Fait que c'est sûr qu'on ramène ça dans l'équation à chaque fois. C'est sûr, mais tu sais, c'est ça, je vois pas pourquoi. Puis tu sais, l'une contre l'autre, ça pourrait se faire, mais il faudrait que la bourse soit intéressante. Et 3 livres, là, des fois, je dîne puis je prends ça. Moi aussi, je peux te le dire. Fait que c'est à peu près ça que j'espère pour Marie-Pierre qu'on va la voir contre une adversaire intéressante là, dans ces prochains mois. Une adversaire qui va mettre en valeur son style puis qui va amener un spectacle. T'sais, on veut voir un spectacle en boxe, pas juste de dire, OK, on veut qu'elle progresse, on veut un spectacle, on veut aussi que son style soit mis en valeur, qu'elle ne soit pas toujours en train d'être pognée à recevoir quelqu'un qui fonce parce que sa défensive, c'est son attaque. Son attaque, c'est sa défense. Marie-Ève Albert, tu détestes les rumeurs et les potins, mais moi, je ne fais que ça, OK? Oui, toi, c'est sûr. Je vais t'en lancer une que pendant qu'on est dans notre volet local, là, moi, j'ai une histoire pour toi. Si tu crois au hasard, va au casino. Moi, je ne crois pas au hasard, puis ça fait 5 mois que j'ai arrêté de jouer. Je m'en vais sur 6 mois, achetez-moi des cadeaux. Puis, j'ai vaincu le hasard, OK? Je ne crois pas à ça, le hasard. Vanessa Lepage-Johannis est tout sauf blessée présentement. Elle a mystérieusement disparu de la carte du 14 novembre. Si vous pensez que moi, je ne suis pas allé confronter Camille et Stéphane en plein visage pour lui dire « Hey Camille, j'ai vu neiger, Vanessa est partie sur BoxRec. » Et là, Camille, il m'a fait un regard taquin puis il m'a dit « Laisse-nous le temps de revenir de Riyad, s'il vous plaît. » Puis il est parti en courant parce qu'il n'avait pas le goût. Il sait que je suis trop bon pour sortir des nouvelles. Et là, j'ai fait 2-3 recherches parce qu'on a encore beaucoup de contacts à Gatineau, moi puis Vincent Tremblay. Et là, ce ne sera pas janvier parce qu'il y a la carte à Québec. On n'a pas réussi à pacter ça pour décembre, mais attendez-vous là, à ce qu'à quelque part dans les prochaines semaines, il y a une grosse conférence à l'Arena Slush Poppy et qu'on ait trouvé un combat de championnat du monde, pas nécessairement contre celle que vous pensez, l'Australienne, parce qu'il y a quand même 3 autres ceintures potentielles. Il y a quelque chose qui se trame avec Vanessa Lepage-Johannis. Gaumont n'est pas sa carte du 14 novembre non plus. Harley David O'Reilly, ils vont arriver avec une grosse carte à Gatineau au début de janvier. Ça a bien marché en plus la dernière. Février, c'était le volet rumeur, mais surveille ça. Je ne sais pas, ça pourrait être qui les adversaires potentiels qui seraient acceptés pour un titre, mais... J'ai déjà des idées, on s'en reparlera. On s'en reparlera en décembre, OK? On va parler d'Amanda Serrano puis Daniela Ramos. J'avais déclaré, je cite, si ce combat-là va à la limite, on va éclater les records de coups de poing lancés de Kassim Ouma. Je pense qu'ils sont à quelques coups de poing d'avoir éclaté le 2000. Je lisais les statistiques de CompuBox. On a Serrano, dans le fond, c'était juste pour mettre en contexte, pourquoi on dit que les filles ont fait l'histoire? C'était la première fois que des filles se battaient en championnat unifié
sur du 3 minutes 12 rounds. Il y a déjà eu on en avait parlé dans le passé, là, avec Layla McCarter, entre autres, une ceinture de défendue dans ce tel type de combat, sauf que présentement, ça n'avait jamais été en championnat unifié. Je ne dis pas undisputed parce que la WBC n'embarque pas dans le bal du 3 minutes 12 rounds présentement, surtout la portion 3 minutes. Donc, tous les autres titres étaient en jeu et Serrano va se battre pour le titre WBC en début d'année à Porto Rico. Date reste à confirmer. OK? Maintenant, les stats. MVP a sorti les stats de punch, puis ils ont comparé avec le combat Canelo-Charlo pour le fun. Fait que Serrano Ramos, là, ça a été 1949 coups lancés, 458 coups touchés, ayant touché, pourcentage d'efficacité de 23,5. OK? C'est quand même bon. Canelo-Charlo, en contrepartie, ça a été 783 coups lancés, 205 coups qui ont touché la cible pour un pourcentage d'efficacité de 26,2. Donc, on est quand même du côté du pourcentage d'efficacité qui est quand même intéressant à regarder. On n'est pas loin, là. Il y a quelques pourcentages de différence. 1949 coups lancés sur du 12 x 3. On s'entend que les deux filles étaient prêtes pour ça. Ils ont choisi leur moment. C'était la défense obligatoire de Serrano. Daniela Ramos, on savait qu'elle carburait. C'était une personne extrêmement en forme. Alors, ils ont choisi... Chez les hommes, on tripe quand on passe le 1000, là, parce que c'est pas, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est beaucoup de coups de poing. Ça prend un cardio effectivement de A à Z. Là, si on prend 12 000 sur 36 minutes, puis que là, on fait une coupe de division, je veux dire, il n'y a pas de grandes secondes dans le combat où les coups de poing ne se lancent pas. C'était intense. Il y a Chocolatito qui fait ça des fois, ce genre de combat-là. Mais jamais à ce niveau-là. Quand j'étais jeune, il y avait Kassim de Dream Ouma qui passait le 1000 à chaque fois, mais son adversaire en lançait 4 ou 400 peut-être, puis là, on disait « Ah, Kassim de Dream, c'est une machine à lancer des coups de poing. » Il y a eu un round qui a fait 450 coups de poing, mais on capotait bien raide. C'est pas monnaie courante, là. Donc, bravo à Serrano et Ramos. Ils ont montré, quand on parlait de Cathy Taylor, qui a donné une démonstration pour amener la boxe aux Olympiques en 2012, pour convaincre le Comité international olympique que les femmes pouvaient être aux Olympiques, puis qui avait fait une démo pour montrer que les femmes savaient se battre puis d'amener de la qualité. Bien, ici, je considère ça d'une certaine manière comme une sorte de curriculum, une sorte de carte de visite. Serrano, Ramos sont en train de montrer que oui, c'est possible de le faire aussi chez les femmes parce qu'avec ces statistiques-là, puis le combat était enlevant, même si Serrano a gagné pratiquement tous les rounds, Ramos, elle a vendu sa peau chère. C'est juste que Serrano était supérieur. Donc, c'est un round par un round qu'on gagne. Hein? Alors, Serrano en faisait un petit peu plus à chaque round, mais l'autre en faisait aussi. C'est pas Serrano qui a lancé 1900 coups. C'est à deux que ça se fait. C'est une forme de carte de visite qui va rester comme étant quelque chose d'intéressant. Maintenant, si on compare avec les garçons, encore là, c'est important de remettre en contexte. Oui, les femmes peuvent le faire, mais ça ne serait pas tout le temps comme Serrano Ramos. Il y a moins de boxeuses chez les femmes, je le rappelle encore. Donc, c'est la limite entre l'excellente, la bonne, la très bonne, la bonne, la correcte, puis la médiocre est plus marquée dans chaque catégorie. Mais tu sais comment je vois ça, genre, parce que les femmes, ils veulent, vous voulez, vous autres, les femmes, des rondes de 3 minutes puis des combats de 12 rondes. Mais ce que je ferais, moi, si j'étais l'avocat là, qui veut, ou le lobbyiste, ce que je ferais, là, c'est que j'irais tranquillement, pas vite. OK? Alors, regarde en UFC, les combats de championnat mais je pense en général, les rondes sont de 3 minutes. Puis quand on tombe en championnat, c'est 5 x 5. Chez les femmes, si j'étais vous autres, je commencerai à militer pour que les combats de championnat, on autorise du 10 x 3. Puis là, tranquillement, j'instaurerai l'idée, j'arriverai avec des chiffres. Tu sais, peut-être, au lieu d'y aller d'un coup de baguette, puis boum, 3 minutes, si ça n'arrivera pas de toute façon. Juste avec l'élite pour commencer. Mais ça n'arrivera pas de toute façon, le boom, parce que c'est très compliqué à changer. On en a parlé 1000 fois. Hein, c'est pas juste une personne. Au Québec, tu parles à cause de la loi, mais pas juste au Québec. Dans plusieurs endroits, les gens sont contre. Aux États-Unis, il y a des États qui sont totalement contre, des États qui sont totalement pour. La boxe, maintenant, c'est pour la télévision maintenant. À la limite, ça prend juste un État, puis on ira là-bas. Puis après ça, tu as les organismes de sanctions qui sont, certes, des fois sont pour, des fois sont entre les deux, des
des fois son compte. Tu sais, WBC totalement contre. L'IBF est entre les deux. Elle se laisse tenter des fois pour l'essayer comme un pilote. Bref, ici, je vois ça comme une carte de visite et non pas une norme qui va s'installer. Par contre, c'est une très belle carte de visite parce que avec les statistiques qui sont sorties, puis surtout le comparatif de Canelo-Charlo, qui font tous les deux partie de l'élite, puis qui ont amené un combat avec un pourcentage d'efficacité, oui, supérieur, mais moins de coups, moins de ci, moins ça sur la même durée. 12, ça a été 12 rounds, des décisions unanimes dans les deux cas. C'est moins compétitif aussi. Exactement. Fait que là, ça amène quand même une carte de visite qui est intéressante, la manière que ça a été présenté. Moi, je félicite les deux filles. Serrano aimerait pouvoir se battre toujours sur du 3 minutes. Maintenant, ça va être difficile parce que c'est pas toujours permis, puis il y a des adversaires qui ne veulent pas. T'sais. Est-ce que tu m'autorises comme animateur vedette à faire mon lien ici vers un sujet que j'ai inventé moi-même, mais qui est probablement dans ta liste de sujets? Je déteste Jake Paul comme boxeur, mais j'adore ce qu'il a fait pour la boxe féminine. Tu sais, on pourrait rappeler qu'il invite l'équipe nationale, il paye pour tout le monde. Il s'est arrangé pour qu'Amanda Serrano ait une paye d'1 million. Mais Jake Paul va lui-même se battre le 15 décembre prochain. Puis le combat contre André Auguste, qui est 322e au monde, ne m'intéresse pas du tout. Mais là, j'ai pensé à toi cette semaine quand j'ai vu l'affiche. Il va avoir, et là, attends, je ne vais pas me tromper, là, pour le titre vacant de la WBC, Shadasha Green qui est 13-0 contre Franken Crew-Dezern. Là, moi, je les aime les deux. Jacques Paul ne t'énervera pas, mais tu vas être obligé de regarder le gala. Ben moi, je vais juste regarder ce que j'ai envie de regarder dedans. Non, mais moi, ça, c'est la grosse qualité là, pour finir l'année. Moi, je ne regarde pas Jake Paul, mais je vais regarder Franken. Puis je vais regarder Franken et mon ami Shadasha Green. Tu veux Shadasha Green contre Savannah Marshall ou contre Shields, mais ça, on va le prendre quand même là, pour l'étape 1. Ça va être un excellent match-up, selon moi. Franken Crew-Dezern n'a pas eu une bonne journée au travail contre Savannah Marshall. Mais c'était pas si pire que ça. C'était pas si pire que ça, mais tu sais, il y a quand même une différence en termes de talent, on ne se le cachera pas. Écoute, mais pour donner un show... de ces jeunes. Tu parles comme si c'était la pire soirée de sa vie. Non, c'est ça. Mais pour donner un show, Franken Crew-Dezern sait comment faire et elle est féroce et dangereuse. Shadasha Green aussi. Et je m'attends à ce que ce soit intéressant. Là, les gens vont me dire, mais pourquoi? Il me semble que Savannah Marshall était undisputed. Oui, mais elle a été blessée, puis elle est championne NRSS. Pourquoi pour la WBC? Parce que le combat contre Shadasha Green contre la gagnante de Marshall et Dezern avait déjà été ordonné avant même le combat de Marshall et Dezern. Donc, la WBC, pour être cohérente pour une fois avec ce qu'elle dit, parce qu'on le sait qu'elle ne l'est pas toujours, a décidé de mettre Savannah Marshall champion in recess, d'autoriser le titre vacant entre les deux et de permettre à Savannah Marshall, après, de pouvoir affronter la gagnante des Dezern contre Green. C'est ça un champion in recess. Pourquoi? Parce que la réhabilitation est plus longue. Il ne faut pas oublier aussi que Marshall va probablement faire ses débuts en MMA. Donc, il n'y avait pas, à court terme, là, dans les 8 mois, là, mettons, suivants, il n'y avait pas d'opportunité pour honorer le combat qui avait été ordonné. C'est pour ça que ce titre-là est vacant. Simplement. Pourquoi les autres ne le sont pas? C'est qu'eux autres, ils n'avaient rien ordonné. Donc, Marshall respecte présentement les normes de la WBO, WBA et de l'IBF. Peut-être plus tard, elle va être placée aussi champion in recess si elle ne fait pas une défense. Je voulais juste le mentionner. Ça va être vraiment excitant. En décembre, on va vous en reparler après quand on aura les résultats un petit peu plus en détail. Je veux dire que c'est l'affaire qui m'excite le plus de ce qu'on a vu dans les dernières semaines. Puis le fait que Jake Paul est derrière Shadasha Green, ça lui assure aussi une sécurité financière. Tous les boxeurs sur les cartes de Jake Paul sont bien payés. Elle a déjà un certain âge. Elle est plus âgée, c'est une maman. C'est important pour elle d'assurer. Vouloir continuer de boxer, des fois, faut se prendre, surtout quand on est mère de famille, il faut se dire, OK, là, j'ai un enfant, c'est pas juste moi tout seul. Fait que, tu sais, vivre un petit peu plus pauvre parce qu'on se bat, c'est moins acceptable quand on a quelqu'un à charge. Je te conte une histoire incroyable sur Shadasha Green. Vas-y. Sam Descaries-Drolet l'avait repéré et l'avait proposé à Eye of the Tiger, puis ça a jasé un peu, mais Jake Paul est arrivé dans le décor au travail avec un peu trop de millions.
Jake Paul paye très bien. Il y en a qui vont être choqués de voir combien il paye. Ils vont dire que ça fait de la surenchère, mais en même temps, ça force les gens à changer leur mentalité. Certains promoteurs, à l'inverse, payent trop peu ou payent mal. Donc, un Jake Paul qui, lui, est sa coche pour payer, pour bien payer, puis pour payer le côté B aussi. Parce que dis-toi une chose, Daniela Ramos qui a affronté Serrano là, sur du 12x3, je peux te garantir qu'elle a dû faire une motadite belle paye. Je dis ça, je dis rien. C'est probablement sa meilleure paye à vie, puis probablement cette paye-là plus grosse que toutes ces autres qu'elle a eues dans le passé. C'est un bon sujet. Je vais te parler de Sarah Aguigadjou. Ah oui, ça, c'est notre amie qui a plus de passeports que de cartes de crédit. Sarah Aguigadjou, elle est sur un cycle. Elle essaye de se qualifier pour les Jeux olympiques. Elle était aux championnats continentaux de l'Afrique en septembre. Elle n'a pas réussi à se qualifier. Elle a perdu une demi-finale. En parallèle, elle a fait ses 3 premiers combats avec United Promotion chez les pros. Elle vient d'en faire un il y a quelques jours, quelques semaines, contre une adversaire que Kim Clavel a déjà affrontée, Esmeralda Gaona. Inutile de dire qu'elle a dominé ses 8 rounds, puis qu'elle a gagné largement son combat pro. Tu as fait un petit aparté, là, tu sais, sur BoxRec, il y a juste les combats internationaux quand tu ouvres les fiches amateurs. Puis, tu sais, souvent, on va être impressionné quand une boxeuse passe les 100 combats amateurs. Sarah, mais je ne dis pas son nom de famille parce que Martine va dire que je le prononce mal. Aquiquiat, qu'elle m'a dit. Mais juste en combat qui sont notés sur BoxRec est 110-21. Ça veut dire qu'elle a encore plus de combats que ça. Là. C'est une machine. Puis, bon, ce qui est arrivé avec elle, c'est parce que les gens me posent plein de questions sur Sarah. OK? Pourquoi? Parce qu'elle se bat à 108 livres chez les pros, mais elle se bat à 118 livres à peu près là, chez les amateurs. Et elle se bat, même si elle se bat à 108 livres chez les pros, c'est pesé, elle n'est jamais à 108 livres. Jamais. Donc, les gens me posent des questions. Je dis, je vais en parler un petit peu ici tant que j'ai le podcast, la vitrine. Sarah se bat chez les amateurs plus lourde que chez les pros. Pourquoi? Ben, c'est logique. Parce que chez les pros, tu dois faire le poids une journée. Puis après ça, tu peux réhydrater. Tandis que chez les amateurs, souvent, on doit durer 1 semaine, 2 semaines dans des tournois comme les championnats du monde, les Olympiques, les continentaux. Tu sais, c'est plus qu'un combat. Il faut se peser à tous les jours quand on a un combat. Alors, c'est très difficile de demander à quelqu'un de garder le poids s'il fait une déshydratation majeure. Pendant une longue période, c'est même pas juste difficile, c'est dangereux. Chez les amateurs, on va souvent voir des athlètes qui vont peser plus lourd, puis quand ils passent pro, vont descendre. Par exemple, Lauren Price, qui était à 160 livres, 75 kilos chez les amateurs, puis qui est welterweight chez les pros à 147 livres. On va le voir, ça, de façon régulière. Donc, pour Sarah, c'est la même chose. La seule différence, c'est qu'elle jongle avec les deux en même temps. Donc, c'est sûr qu'il y a un jeu de poids. Il faut qu'elle soit stratégique pour savoir quand sont ses compétitions, quand est-ce qu'il faut qu'elle se tienne autour de son poids naturel, quand est-ce qu'il faut qu'elle commence ses déshydratations pour arriver à un poids qui est optimal chez les pros sans mettre en péril ce qui s'en vient chez les amateurs après. C'est pas simple. L'autre point que les gens vous me posaient comme question, c'est elle se bat 108 livres, mais elle pèse jamais 108 livres à sa pesée. Comment ça se fait qu'elle est classée sur BoxRec chez les mi-mouches? Ben, c'est un peu simple. J'étais moi-même, sur le coup, je n'avais pas réalisé pourquoi. C'est pas la règle des 4 livres, genre, si tu es 4 livres au-dessus du poids, tu es dans la division? Non, c'est pas exactement. Oui, mais non. Il y a ça, mais il y a aussi le fait qu'elle se bat en Ontario. Puis en Ontario, il y a une pesée la même journée que le combat. Mais donc, c'est les deux principales différences en Ontario, c'est la pesée la journée du combat et c'est le nombre de comment vous dites ça en français, gauze, là, que tu peux mettre en retour de tes... Oui, la gaze, le bandage, dans le fond, là, la gaze. C'est super important de comprendre cette différence-là. Quand il y a une pesée la même journée que le combat, on ne demande pas au boxeur nécessairement de faire le 108 livres. 108 livres, c'est le poids qu'on aurait demandé s'il y avait une pesée la veille. OK? On s'entend que le jour du combat, quelqu'un qui a pesé 108 livres et qui a fait une pesée la veille, il ne pèse plus 108 livres. Donc, il y a une espèce je ne sais pas c'est quoi qui permettent exactement, mais ils permettent quelques livres de plus quand tu as une pesée le jour même. C'est pour ça qu'il est toujours autour de 113, 114 livres au lieu de son 108 livres. T'sais. Ils considèrent une réhydratation comme normale pour une journée. Si elle se battait au Québec, il faudrait qu'elle fasse son 108 livres. Comme elle se bat en Ontario, ils permettent un petit peu plus. Je voulais juste le mentionner. Pour Sarah, ça s'est
Sarah va devoir continuer de jongler amateur pro dans les prochains mois, mais on va la voir surtout chez les amateurs parce que comme elle n'a pas réussi à aller chercher sa qualification olympique aux continentaux africains, elle a perdu en demi-finale et c'était juste les finalistes qui se qualifiaient. Elle a perdu en plus contre une fille. Elle était un petit peu choquée de ça parce que c'est une fille qu'elle a battue l'année d'avant. Donc, elle était capable de battre la fille qui l'a battue. C'est juste qu'elle avait pas la bonne stratégie cette journée-là pour l'affronter. Donc, elle va être obligée, elle, de repasser par les qualifs, tout faire choisir un autre pays. Ben, elle se bat pour la Sierra Leone présentement, là. Mais je crois que, je ne sais pas si c'est toi qui m'avais dit ça, Sylvain Pelletier, que même le Sierra Leone pourrait avoir une passe gratuite par le continent, puis peut-être qu'elle pourrait y aller même sans se qualifier. Oui, l'Afrique reçoit des passes gratuites par souci d'équité. On avait déjà vu, entre autres, Ramla Ali avait passé aux Olympiques de Tokyo pour la Somalie avec ce type de passe-là aux derniers Olympiques. Ça pourrait arriver, mais elle va quand même faire son cycle habituel. Elle va essayer de se qualifier par elle-même. Juste pour un petit clin d'œil pour Sarah. Sarah est née canadienne, mais elle a de la famille iranienne. Elle a des racines iraniennes, entre autres. Donc, Sarah a eu des litiges avec Boxe Canada. En tout cas, à un moment donné, elle a décidé de ne plus se battre pour le Canada, puis elle s'est cherchée une porte de sortie. Première porte de sortie, c'était l'Irlande. Donc, on a vu Sarah essayer au championnat d'Irlande. Pourquoi? Son conjoint est irlandais. Son mari, Stevie Bailey, qui est un coach connu, est irlandais. Mais la COVID est arrivée, puis elle n'a pas réussi à aller chercher ses papiers. C'était bloqué, puis on ne savait pas, c'était pour des mois. Donc, elle s'est dit, je vais essayer de me trouver une autre porte. Elle a pensé à l'Iran, mais les femmes puis la boxe en Iran, ça ne va pas super bien ensemble. Donc, elle s'est dit, ça ne fait pas un mariage heureux, la boxe puis les femmes en Iran. J'ai peu de chance de pouvoir faire une carrière internationale pour l'Iran. Donc, elle s'est trouvée dans son lien familial un parent elle a du sang de Sierra Leone, mais dans un autre degré que directement. Et elle a regardé la réglementation et elle se qualifiait pour la Sierra Leone. Donc, voilà pourquoi elle se bat pour la Sierra Leone. La réglementation, c'est marqué 1,32e, ça passe. Je ne sais pas génétiquement, ça va jusqu'où, mais c'était assez, en tout cas, pour appliquer pour les papiers de Sierra Leone qu'elle a reçus rapidement. C'est juste pour ça, je voulais juste le mentionner parce que l'histoire est intéressante. Si vous voulez en savoir plus, je l'ai interviewée il y a quelques semaines. C'est sur ma page YouTube. Très intéressante, Sarah Adjidjiadjou. Vraiment, vraiment intéressante. Rapidement, ma grande perche, Gabriela Fundora, est devenue championne du monde. T'as-tu vu ça, ce combat-là, toi? Non, mais j'ai vu que j'ai haï les Fundora, fait que j'écoute pas ça. Mais... T'es haï les Fundora, pourquoi? Dis-moi ça. Il est trop grand, puis là, il frappe comme par en dessous, puis... Fundora, mais Gabriela est grande, elle n'est pas aussi grande que son frère, mais elle mesure quand même 5 pieds 9 pour 112 livres. Et c'est une gauchère. Donc, elle a tout pour que ce soit vraiment spécial quand on la regarde se battre. Son style est spécial. Elle affrontait la toute petite Aurélie Moussigno, qui était championne IBF. Et elle lui a fait du mal à Moussigno. Sincèrement, là, elle l'a envoyée au tapis 2 fois au 5e. Elle a gagné. C'est la plus jeune championne actuelle? Oui, c'est la plus jeune championne actuelle. Elle a 21 ans. C'est une toute jeune championne. Là, il y a des gens, je voulais simplement parler d'elle parce que, bon, elle a gagné ses 4 premiers rounds sur la carte contre Aurélie Moussigno. Tous les juges ont donné ces 4 rounds-là à Fundora. Elle l'a knocké après ça, puis c'est un arrêt du coin pour protéger Moussigno qui a terminé, qui a soldé le résultat. Donc, Moussigno a perdu son titre et Fundora a ramassé le titre IBF. Maintenant, les gens vont souvent me dire, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit, ouais, mais Fundora, je la vois un petit peu, je suis pas sûre qu'elle va être capable d'avancer dans cette division-là. Beaucoup. Tu sais, tu regardes, là, qui est là, Alanis, Kenyon Enriquez, tu regardes à 112 livres, là, il y a énormément de vedettes, c'est pacté de vedettes de très bonnes boxeuses. C'est Bautista qui est vraiment une tough. Marlene Esparza, c'est tough, c'est pacté. Mais les gens oublient que Fundora, elle a juste 21 ans. Tu sais, fait que, tu sais, présentement, telle qu'elle est, peut-être que ça serait difficile pour elle de devenir une championne undisputed, mettons, dans les 2 prochaines années. Puis oui, c'est possible qu'à un moment donné, elle affronte une championne puis qu'elle perde son titre parce qu'il y a quelqu'un qui est plus avancé dans son expérience boxe qu'elle. Mais je ne suis pas certaine qu'il ne faut pas l'analyser comme la jeune femme de 21 ans qu'on voit présentement seulement avec l'expérience qu'elle a.
Il va falloir penser à une fille de 21 ans qui, si elle est bien entourée, va progresser, puis peut-être que dans 5 ans, on n'aura pas la même boxeuse, on aura une boxeuse qui est bonifiée puis qui est pas mal plus en mesure de devenir une championne undisputed. C'est facile de dire je pense qu'elle a atteint son maximal, son maximum. On ne peut pas vraiment dire ça d'une fille de 21 ans. Tu dis son maximal. Son maximum. Ça, c'est ton ancien métier de dentiste. Non, mais le maximum que quelqu'un peut atteindre, clairement, c'est pas à 21 ans habituellement. Maintenant, est-ce qu'elle va se développer? L'autre fois, j'ai dit à une boxeuse qu'elle avait peut-être plafonné en disant qu'elle avait plafonné haut, puis on est en chicane depuis ce temps-là. Oui, hein? Moi, je n'étais pas d'accord avec toi d'ailleurs, mais en tout cas. Non, mais toi, dès que ça boxe au Québec, sont toutes bonnes, fines, futures championnes du monde. Jessica, pour les gars à la maison, googlez Jessica Toutipop. C'est une fille, c'est une Argentine, et elle a été championne du monde. Je pense qu'elle a été championne du monde pendant des années, une tonne de défense de titre. Et dans ses temps libres, elle est mannequin de dos pour des bikinis et c'est quelque chose. Seulement pour les gars à la maison. Jessica Toutibop, 39 ans maintenant. Pas de commentaire sur ce que je viens de dire? Non, moi, je ne commande pas ça, ces affaires-là. C'est pour ça qu'on la connaît. Tu l'as très bien expliqué, tu n'as pas besoin de mon commentaire. Mais si Banny Bridge a le droit, là, je dis, il y en a d'autres qui sont mannequins. C'est une magnifique femme, Toutibop, maman, mère de famille, 39 ans maintenant. Toutibop était championne depuis des années et c'est Jessica Neri-Plata qui, en 2022, l'a battue sur une décision split, décision partagée à Panama. Donc, c'était ni à la maison de l'une, ni à la maison de l'autre. Et il n'y avait pas de clause de rematch. Donc, Toutibop s'est réévaluée elle-même à partir de là. Elle s'est battue peut-être une fois, 2 fois, pas bien plus en 2 ans. OK? On pensait que c'était pas mal fini pour Toutibop. On s'est dit, bon, elle a perdu son titre après, je pense, des années où elle l'avait. Elle était la reine de sa catégorie à 108 livres. Qu'est-ce qui va devenir de cette femme-là? Parce que c'est vraiment une excellente boxeuse. Elle sait boxer, elle est intense, elle est bonne, elle fait tout. Hein. Elle est capable de boxer dans la cabine de téléphone, elle a des aptitudes, elle a une belle personnalité. Elle est revenue dernièrement, elle a fait un grand retour et le résultat n'est pas celui qu'on a vu. ça marque encore une décision split, si je ne me trompe pas, au majoritaire, là, contre une fille qui n'avait pas beaucoup d'expérience, mais en vérité, Toutibop avait dominé. Il y a juste un juge qui était n'impatate, un juge qui n'a pas fait la même affaire que les autres, on va se le dire. Moi, je ne parlerai pas plus des juges que ça. Je veux juste revenir sur Toutibop qui a décidé vraiment sérieusement de faire un retour parce qu'elle est déjà prévue sur un autre combat au mois de décembre en Argentine. Donc, elle va s'être battue plus de fois en 1 mois et demi que dans les 2-3 dernières années. Elle a des ambitions. Elle a comme fait le ménage un peu dans sa vie. Elle a décidé de déménager à Los Angeles avec sa famille, nouvelle équipe d'entraîneurs, nouvel endroit, nouveau sparring, nouveau tout, pour finir sa carrière. Et pourquoi je vous parle de Toutibop? C'est que j'aimerais tellement que Toutibop affronte Kim Clavel à un moment donné. Pourquoi? Pourquoi ça serait logique, Laurent? C'est parce que les 2 filles n'ont plus de titre. Les 2 filles ont perdu à Neri-Plata. C'est ce qu'on appelle un crossover fight, où la gagnante est regarochée dans l'élite et dans les combats de championnat et la perdante doit vraiment se gratter la tête puis repartir. Mais tu sais, c'est 2 gros noms. Fait que pour ton legacy, ce qu'on appelle en anglais, donc ton héritage boxe, ta feuille de route boxe, c'est excellent d'aller chercher des gros noms. Et si Kim a envie de boxer, à court terme, on en a parlé, Bermudez, Plata, c'est difficile, mais aller des gros noms, on avait parlé de Tina Ruprek peut-être à 105 livres dans un autre épisode de podcast, mais Toutibop est tout autant intéressante à 108 livres. Je peux donner un commentaire vraiment louche. Est-ce que j'espère, non, mais je m'en allais dire si, mais on va dire j'espère qu'il y a quelqu'un du groupe Yvon Michel qui est à la convention WBC parce que Kim, elle pourrait être dans un combat d'aspirante obligatoire dès le mois de janvier. Elle est encore classée numéro 1 en dessous des championnes, Kim. Oui, mais elle n'est pas obligatoire, elle est juste elle n'est pas obligatoire, elle est juste classée 1. Kim est encore super bien positionnée pour aller chercher un combat obligatoire, pourrait descendre à 105, mais pourrait faire un combat important contre Toutibop, par exemple, à 108 livres. Si on revient sur Kim, là, si l'unanimité était si complète sur le fait qu'elle s'est fait voler,
pourquoi il n'y a pas eu de recours? Il n'y a rien eu. On n'a pas demandé de révision, on n'a pas demandé de la placer aspirante obligatoire. Je suis un peu déçu de la game politique qui s'est jouée après sa défaite controversée. Ben, il n'y a rien d'évident là. Maintenant, ça reste qu'on ne peut rien y faire. Il n'y a pas eu de recours. Qu'est-ce que Kim va faire? Est-ce que Kim a encore envie? Si Kim a encore envie, quel type de combat elle aspire à avoir? Parce que s'il n'y a pas de ceinture de disponible à court terme, est-ce qu'on veut lui amener des gros adversaires pour qu'elle monte sa feuille de route, pour qu'on se rappelle que cette fille-là, Kim, a affronté les meilleurs disponibles? T'sais, moi, je pense que ça serait excitant pour Kim, autant que pour Jessica Buff, de voir ce combat-là se concrétiser. C'est un combat qui coûterait probablement cher, cela dit. Mais mettons qu'on faisait ça sur une carte aux États-Unis. Mettons qu'ils vont appeler Top Rank puis lui dire « Allô? Y aurait-il une possibilité d'organiser ce combat-là? » Tu sais, quelque chose comme ça. Je sais pas. Ça serait difficile, selon moi, de l'amener ici parce que Tutti Bop ne se vend pas cheap et Kim vaut quand même un certain montant. En même temps, ils ont amené 2 championnes du monde, ils ont amené 2 combats unifiés. Je dirais qu'il n'y a rien qui est impossible. J'aime beaucoup Tutti Bop. Ça serait un magnifique combat à voir. On serait chanceux si on pouvait voir Kim face à Tutti Bop, no joke. Ça serait... Tutti Bop, même si elle a 39 ans, elle est hyper en forme. C'est pas quelqu'un qui n'est pas en forme. Elle est vraiment en forme. On l'a vu dernièrement. Si vous voulez voir de quoi elle se chauffe, elle va boxer très bientôt en décembre. De quel bois elle se chauffe? Oui, de quel bois elle se chauffe. C'est vraiment, ça serait magnifique à voir et je pense que ça serait un combat qui serait bénéfique pour les deux. 39 ans chez les femmes, c'est 29 ans chez les hommes, inquiétez-vous pas. Je veux juste, tu sais, parce que moi, je suis le gars qui fait des scoops, là, des scoops et des rumeurs que tu n'aimes pas dans ton émission. Après avoir parlé des Banny Bridge et de Jessica Tutti Bop, même si tu n'as pas aimé que je parle de filles qui se servent de leur charme pour avoir de la promo en boxe, je t'annonce, ce ne sera pas très long avant qu'on apprenne que Jade Masson-Wong passe chez les pros. Et à cause de son OnlyFans, son Instagram et tout ça, ça risque de faire du bruit et d'avoir de la promo autour. Moi, d'un promoteur, je voudrais la signer. Jade Masson-Wong, là, premièrement, elle est bonne. C'est pas, tu sais, elle a bien beau être une belle fille, puis avoir ses OnlyFans, faire de l'argent avec sa promo. Moi-même, je suis beau, puis j'arrive. Non, mais ça reste c'est une bonne athlète. C'est une athlète complète qui est sérieuse. Elle fait déjà du bare knuckle. On l'a déjà vu dans des combats, tu sais, d'arts martiaux mix, bare knuckle, etc. Elle est féroce, mais elle s'entraîne sérieusement avec Samuel Descaries de Rollet, beaucoup avec Leila Baudouin. Ça sent bien. Selon moi, ça serait très avantageux que si un promoteur veut vendre des billets, elle est intéressante, là. Elle est vraiment intéressante, là. Elle a la personnalité toute, là. Elle a le package deal, comme on dit, là. Puis le talent est là aussi. Si elle n'était pas bonne, ça serait juste une fille qui passe pro pour passer pro, mais elle est bonne. Elle est bonne, elle a du talent. Vite, Yokasta Vaillé, je ne veux pas en parler une tonne, mais elle s'est battue contre Annabelle Ortiz. Annabelle Ortiz, qui était une de ses idoles, qui a été une grande championne, mais qui a plus de misère dernièrement. Yokasta Vaillé, elle attend Seniça Estrada qui s'est blessée, qui a eu une opération, mais il y a aussi une chicane en arrière avec Golden Boy et Seniça qui fait que ça ralentit un peu peut-être le processus d'organiser un combat d'unification parce que Top Rank ne semble pas vouloir trop s'en mêler non plus. Yokasta Vaillé, elle reste le plus active possible. Elle a starté sa propre promotion entre-temps, puis elle commence à organiser des galas au Costa Rica. Elle était en copromotion sur ce gala-là avec Golden Boy sur la carte du Costa Rica. J'ai jamais vu Yokasta Vaillé aussi en forme présentement. On dirait que, mais plus j'y pense, plus je me demande si Yokasta Vaillé battrait pas Seniça Estrada dans un combat d'unification. L'année passée, j'aurais dit Seniça Estrada, c'est elle la meilleure. Mais présentement, dans les derniers combats de Seniça Estrada, j'ai vu exposer certaines faiblesses. Es-tu tombé sur la tête? Seniça Estrada est intouchable. Ça, c'est ce qui se dit. Mais je ne crois plus à ça qu'elle est intouchable. Plus je vois Yokasta Vaillé se battre depuis, mettons, les 12 derniers mois, mettons depuis son combat contre Bermudez, qu'elle a battu, plus je vois Yokasta Vaillé, plus les faiblesses de Yokasta Vaillé commencent à s'évaporer. On les voit de moins en moins. Et à l'inverse, on dirait que Seniça s'expose de plus en plus. On voit de plus en plus ses petites failles. Alors, là,
avant, je voyais Senissa comme ça, puis Yokasta ici. À un moment donné, c'était plus de même. Là, je commence à voir ça comme ça. Je t'ai assommé. J'étais en train de flabbergaster, hein, mon Laurent, mais c'est ça. Alors, ça va être. J'ai vraiment hâte à 2024 et j'espère que les différends vont être mis de côté pour que ça se fasse, ce combat d'unification-là. Parce que si ça n'arrive pas, il va falloir un plan B. Yokasta Baye est à son meilleur présentement. Je viens de voir qu'on est à 1h08 parce que j'avais 11 autres sujets, moi, mais on les gardera, OK? Vite, Ramla Ali. Je voulais te parler d'Oscar de la Hoya qui veut sauver la boxe. Puis on s'en reparlera au mois de décembre. Justement, je voulais te demander, est-ce que chez les femmes, il n'y en a pas beaucoup, mais est-ce qu'il y a des combats présentement qui n'arrivent pas à cause de chicanes de promoteurs ou c'est pas. Estrada Vaillé, ça c'est sûr, en partant. Puis tout combat en boxer puis matchroom. OK. Tout combat en boxer et matchroom n'arrivera pas. Je n'ai pas voulu en parler, mais je te demande juste d'en parler 20 secondes ou 30, mais même 40 secondes, ça ne dérange pas. Lundi, c'est férié. Michaela Mayer contre Natacha Jonas, il y aurait même une date. Oui, on parle du 20 janvier en Angleterre. C'est quand même un combat que tu veux t'asseoir devant ta TV. Là. Moi, ça va être un excellent match-up. Natacha Green me fait triper. Ce combat-là va me faire triper. Ça va être un gros combat. Ce n'est pas encore officiel. C'est ESPN Ringside qui a sorti l'information. Personne n'a confirmé, mais ça a été repartagé beaucoup. Est-ce que c'est trop lourd pour Michaela Mayer? Non, Michaela Mayer mesure 5 pieds 9. C'est un poids qui lui va beaucoup mieux que 130. Le 140 puis le 147 livres, selon moi, pour Michaela Mayer, c'est le best. Donc, elle va être à son meilleur. Natacha Jonas à 147, ça commence à faire plus de sens qu'à 154. Natacha a le titre IBF, donc ça va être pour le titre de Natacha Jonas. Ça va être en Angleterre encore. On dirait que Michaela Mayer est rendue chez Boxer. Ça fait 3 fois qu'elle se bat sur des cartes de boxeur et elle s'est battue pratiquement 0 fois sur les cartes de Top Rank aux États-Unis. Pourquoi? Je crois que Michaela Mayer paye bien. Boxer, non, mais il y a une entente entre Top Rank et Boxer. Ils travaillent beaucoup ensemble, mais non seulement ça, mais Michaela Mayer a développé un gros fanbase en Angleterre et elle vend énormément de billets. Donc, pour elle, ça doit être beaucoup plus payant de se battre en Angleterre, là où c'est facile de remplir un aréna. Si tu la mets sur une carte principale ici aux États-Unis, ça va être difficile à remplir. Si tu la mets sur une carte principale en Angleterre, ça se vend comme des petits pains chauds. C'est un très bon move pour elle de voyager en Angleterre. Elle a ses fans à elle là-bas maintenant. C'est aussi simple que ça. Quand elle s'est battue contre Baumgartner, elle s'est développée un fanbase là-bas avec sa personnalité et tout. Ramla Ali, je voulais en parler vite. Elle a réparé le gros knockout qu'elle avait subi au mois de juin. C'était encore un combat chaudement disputé. Oui, c'était un combat chaudement disputé. Ramla Ali a mieux fait. Elle n'a pas tout à fait ce qu'il fallait qu'elle fasse parce que ça a été quand même très, très serré. Puis Ramla Ali a ce qu'il faut pour boxer l'autre. Elle aurait pu gagner plus largement si elle avait vraiment fait son 1-2 in et out, qu'elle avait gardé vraiment la distance. On parle ici de Yulisa Alejandra Guzman, une fille qui a des points vraiment lourds, puis qui a beaucoup d'expérience, qui, elle, la cabine de téléphone, elle aime ça. Pourquoi Ramla Ali s'était fait knocker au premier combat? Ben, elle était rentrée dans la danse de l'autre, elle avait rentré dans la cabine de téléphone, puis ça, il ne fallait pas faire ça. Échanger coup pour coup, elle avait peu de chance. Ramla Ali, ce n'est pas une cogneuse de puissance. Puis elle était moins en volume que l'autre. C'était vraiment sa boxe là, avec le 1-2 in et out qui était la bonne stratégie. Elle a réussi à l'appliquer assez bien pour gagner. On tourne la page. Maintenant, qu'est-ce qui va devenir de Ramla Ali? Elle est mieux classée, mais selon moi, Ramla Ali n'est pas encore au même niveau que d'autres filles, comme Elise Cottenay, par exemple, et tout ça. Je pense qu'il faudrait lui faire faire, avant de l'envoyer en championnat du monde ou de l'amener vers un gros titre, quelques autres combats de mise à niveau pour qu'elle aille chercher le niveau un petit peu plus. C'est juste une petite hésitation qu'on voit versus des filles, par exemple, comme Elise Cottenay, qui ont commencé à peu près en même temps chez les pros, mais qui sont déjà... ils se sont développés plus rapidement, je dirais. Hey Marie, moi, j'ai rien avant 4 heures après-midi, fait que j'avais d'autres questions aussi pour toi. Vas-y. Est-ce que, tu sais, en Angleterre, des fois, là, ils vont nous donner les combats qu'on veut avant que les gens soient en maturité. Tu sais, ils se disent, allons-y, puis c'est pas grave, on a encore le temps pour la perdante de la remonter, OK? Cette semaine, j'écoutais tous les podcasts féminins là, pour me préparer à venir ici, pour arriver préparé, OK? Puis là, qu'est-ce que tu penses, toi, les débuts de pourparler entre Caroline Dubois et Rhiannon Dixon? On dirait qu'ils veulent tout de suite régler ça, puis après ça, c'est pas grave, il reste encore plein d'années.
Si les deux boxeuses le veulent, c'est très positif. Peut-être que c'est un peu cette mentalité-là du zéro défaite qui est moins important chez les femmes encore. En Angleterre, il y a beaucoup de beaux talents locaux. Tu sais, ce qu'on dit ici au Québec, on n'a jamais de combats locaux. Puis, tu sais, en Angleterre, ils n'ont pas peur de les faire, ces combats-là. Mais il y a il y a énormément, le puits est très large. Donc, c'est un de ces combats locaux qu'en Angleterre, ils n'ont peut-être pas peur d'organiser, que nous autres, on n'oserait pas, on serait sur le frein au Québec. Oh, mais pourquoi faire ça? Tu sais, on parlait tantôt de Marie-Pierre Roule avec Jessica Camara. Tu vois, on est déjà sur le frein. Tu sais, tout le monde est un petit peu sur le frein, mais en Angleterre, ça serait un match-up qui serait tout à fait possible. Tu sais, qui serait probablement encouragé, je dirais. Puis ici, c'est un bon exemple. Rhiannon Dixon contre Caroline Dubois, ça serait parfait, là. Ça serait très intéressant. Les deux filles ont eu assez d'adversité pour être capables de commencer à penser à s'affronter. Qui gagnerait entre les deux? Ben. Il y a une autre chose que je veux te dire, mais ça, c'est pas drôle. Okay? Tu te rappelles quand Zaparia Zapata est venu ici, puis est malheureusement décédé. On a vu des vidéos après qui sont sorties de Cynthia Lozano. Puis par la force des choses, on a vu Lozano qui a affronté Marie-Ève Dicker en championnat du monde IBF. Puis après ça, qui s'est fait malmener par Marie Spencer. Ouais. Là, il y a quelqu'un qui a eu la bonne idée de la ramener contre Maricela Cornejo. Maricela Cornejo. As-tu vu le KO? Mais c'est pas drôle. Là. Je ne sais pas comment ils s'organisent. Ils ont placé ses bras sur le côté de son corps. Il y en a un qui joue avec sa tête. Il y en a un autre qui court avec la bonbonne d'oxygène. Hey, toute personne qui a vu le knockout contre Marie Spencer devrait peser sur le frein pour l'amener contre une autre cogneuse de puissance. C'était pas beau, là, contre... Non, c'était pas beau. Puis rappelons-nous qu'après Marie Spencer, Jonas aussi voulait affronter Cornejo. Ça s'est pas fait, mais il y a le nom de... pas Cornejo, pardon, de Lozano. On l'a sorti. Cynthia Lozano, présentement, elle a exposé certaines faiblesses qu'on a bien vues contre les... La fois qu'elle a affronté Marie-Ève Dicker, il y avait 7 filles qui pouvaient la battre dans l'aréna. Ça a été... Moi, je pense qu'après le knockout contre Spencer, il faut que son équipe la protège. Et là, on a un enjeu ici parce que l'équipe autour de Lozano ne semble pas protéger sa boxeuse. Parce que, tu sais, être willing, c'est une chose, mais tu es censé avoir un coach, un gérant, quelqu'un du monde autour de toi qui te disent « Wow, là, Cornejo, c'est une fille qui faisait du 160 livres il n'y a pas longtemps, qui vient de descendre à 147. » À une certaine époque, était devenue aspirante obligatoire ou optionnel à Marie-Ève Dicker, mais qui n'arrivait plus à faire le poids. Il y a eu des pourparlers, puis à un moment donné, elle a remonté de poids. Mais je me rappelle son recul il y a peut-être 5 ans. Oui, elle a fait du 154 livres longtemps, Cornejo. Après ça, elle ne pouvait plus faire le poids. Elle affrontait Alma Ibarra à 160 livres. Elle restait là un peu. Puis là, elle a comme repris le contrôle sur son poids, puis elle redescend 147. Et alors, c'est difficile. Moi, je trouve ça dommage. Cynthia Lozano est une chouette fille. Puis, pour les gars à la maison, là, allez googler Maricela Cornejo parce qu'elle, je pense qu'elle était signée de l'AIA. Il y a eu un gros buzz parce qu'elle a mis le costume de bain de Baywatch, mais elle a des attributs. Fait que là, il y a eu un buzz sur Internet. Laurent Poulain, je vais t'envoyer un calendrier si ça continue pour Noël. Je vais te faire un calendrier de boxeur. C'est pas ma faute si les filles se servent de ça. Genre, moi, c'est pas de ta faute. Non, je sais bien, mais mon cadeau de Noël est déterminé. Je pense que je t'envoie un calendrier. C'est ça que je vais faire. Je sais pas, ça m'a fait penser à ça, puis j'avais mis dans mes dossiers Cynthia Lozano, puis là, je viens d'allumer comment j'ai connu Cornejo. Il me reste un sujet, man. Je peux-tu t'en parler? Carissa Hartingstall, là, c'est une fille qui ne vous fiez surtout pas à sa fiche. Ouais. Ben, Carissa Hartingstall, OK, c'est une fille qui est allée aux Olympiques, premièrement, conjointe de Lauren Price, médaillée de bronze dans la catégorie où Caroline Vert était, OK, aux derniers Olympiques. Passée pro chez Boxer en même temps que Lauren Price, il y a peut-être 2 ans de ça, 1 an de ça, là. Et on n'en entend pas tant parler parce qu'elle est en Angleterre, puis elle a affronté beaucoup de journeywomen en début de carrière, puis tout ça. Sauf qu'elle est vraiment dangereuse. Puis là, on l'a vraiment vu contre notre Canadienne Vanessa Bradford. Parce que Vanessa Bradford, Laurent, là, pour ton information, c'est une fille qui est durable habituellement. Une fille durable, là, ça veut dire qu'elle est capable d'en faire des rondes. Puis ici, ben, Vanessa Bradford, tu sais, quand je dis que Vanessa Bradford est durable, là, elle a toffé, elle a fait des décisions, elle a perdu des décisions contre Michaela Mayer, contre Yoon Mi Choi, c'est toutes des championnes du monde, Alicia Baumgartner,
Sierra Brown, c'est des cogneuses de puissance, les deux dernières, là. Ben, écoute, Artingstall, là, elle, ça y a pris 2 rounds pour en venir à bout. C'est une fille qui n'avait jamais été knockée, Bradford. Elle a été au tapis dans chacun des 2 rounds, puis le coin a décidé que c'était assez après ça. Tu sais, quand on parle de Karis Artingstall, on parle de l'élite des 126 livres, qui pourrait avoir une chance pour Serrano. Elle est encore loin, elle n'est pas au même niveau que Sky Nicholson et Raven Chapman dans les classements, mais tranquillement, mais sûrement, Boxer est en train de l'amener. Puis ça, c'était un statement de mettre à terre Bradford en 2 rounds. En 2 rounds, quand il n'y a aucune des Baumgartner, Mayer, puis tout ça qui a réussi à le faire, qu'elle n'avait jamais été knockée, même contre des cogneuses de puissance. Artingstall, dans ma tête, c'était pas une cogneuse de puissance non plus, mais elle a réussi à le faire 2 fois plutôt qu'une, puis en 2 rounds, c'était fait. Merci, bonsoir. Fait que le nom, je veux juste dire aux gens, surveillez ça, ce nom-là, Karis Artingstall. C'est, moi, ça m'a impressionné. Ce combat-là m'a impressionné parce que Vanessa Bradford n'est pas quelqu'un, n'est pas une no-name, c'est une personne. C'est pas la dernière venue. C'est pas la dernière venue. Même si elle n'est pas nécessairement une championne du monde, c'est une fille qui est durable et qui s'entraîne sérieusement ici au Canada, à Edmonton. C'est quelqu'un qui est sérieuse dans son processus. C'est un gros statement pour moi de voir Artingstall finir la job en 2 rounds. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui dans mes sujets. J'en avais, là, on est rendu à 118, à 1h18. J'avais d'autres questions, mais je vais le garder en dehors des ondes. C'est bon. Ben, regarde, de toute façon, au mois de décembre, on se reprend puis on finira la job, comme on dit. Ou on fera 1h20 par semaine, peut-être. Ah, ben, non, mais je te trouverai. Puis là, fais-moi ta liste là, des filles que tu veux dans ton calendrier. Je vais faire surtout ma liste de cadeaux de Noël que tu vas m'acheter. Bon. Sur ce, à plus, mon cher. Bye.